Je m'appelle Stéphane Grumbach, je suis chercheur à l'INRIA, donc l'Institut français d'informatique et d'automatique, et je travaille au sein de l'ENS de Lyon dans l'Institut des systèmes complexes. Donc nous sommes ici à la Maison des Cultures du Monde à Berlin, qui organise un cycle d'événements, de conférences autour de la question de l'Anthropocène, un cycle qui dure plusieurs années. Et cette année, l'événement est lié à la technosphère et j'organise l'un des séminaires sur la technosphère. Donc je travaille sur les données. J'ai travaillé beaucoup sur les bases de données, sur des questions assez théoriques de définissabilité, ce qu'on peut dire, de quoi on peut parler, et de complexité, donc quelle est la difficulté de calculer la solution à un problème. Aujourd'hui, je m'intéresse plus à la manière dont les données changent le monde dans lequel on vit. Et depuis une vingtaine d'années, on assiste à une explosion de la quantité de données. Et ces données ont un impact qui n'est pas seulement quantitatif, mais qualitatif sur nos organisations. Et donc je pense que la gouvernance du monde, la manière dont le monde est organisé, est remise en cause par les données qui vont voir l'émergence de nouvelles formes d'organisation et qui expliquent les crises que l'on traverse aujourd'hui et qui vont être extrêmement nombreuses, qui vont créer des tensions fortes entre le monde politique et les anciens acteurs de la société qui sont en difficulté et dont une grande partie va disparaître. Donc les nouvelles données qui sont créées depuis une vingtaine d'années et dont la quantité augmente en permanence depuis 20 ans, sont récoltées soit par des capteurs physiques, soit par les outils avec lesquels nous interagissons en ligne sur les navigateurs qui permettent l'accès à Internet ou sur nos smartphones qui recueillent à la fois nos échanges mais aussi notre position. Elles sont concentrées par les acteurs industriels qui offrent ces services et qui exploitent ces données pour générer des services, à la fois les services qui permettent leur modèle économique, comme la publicité, mais tout un tas d'autres services également. Et elles suscitent des questions majeures, fondamentales. C'est à mon sens l'un des grands enjeux de l'époque qu'on vit aujourd'hui et l'un des moteurs du changement, le principal moteur du changement qu'on vit aujourd'hui. Alors deux choses fondamentales distinguent les données d'hier et celles d'aujourd'hui. La première, c'est le caractère de traces de nos activités d'humains de ces données, c'est-à-dire l'ensemble de nos déplacements, de nos faits et gestes, de nos interactions avec le monde extérieur est enregistrée, où une part croissante de nos interactions avec le monde extérieur sont enregistrées, stockées, et donc un suivi très précis d'une personne peut être fait. Ça, c'est le premier point majeur. Le deuxième, c'est qu'on est dans le flux et plus dans le stock. C'est-à-dire qu'autrefois, on accédait à des données comme celles qu'ont les instituts de statistiques gouvernementaux, qui étaient recueillies dans un processus assez lent, traitées et analysées. Et c'est les données sur lesquelles s'appuie la gouvernance aujourd'hui, qui sont en général
des données qui sont mises à jour tous les 3 mois, voire tous les ans, voire tous les 5 ans, mais donc dans un cycle de traitement de données assez lent. Les opérateurs, les grands opérateurs qui offrent les services numériques aujourd'hui, eux, traitent un flux qui est continu, comme un robinet qui coule en permanence, avec une quantité de données qui est supérieure à leur capacité de traitement en général. Et donc c'est un peu comme si c'était une fontaine à laquelle on prenait de temps en temps, on prenait une partie de l'eau et que le reste était potentiellement perdu. Alors, ces nouvelles données changent la donne. Pourquoi? Parce que l'ensemble des activités du monde physique, les traces de nos interactions, ont une existence dans le monde numérique. Et donc on a cette couche numérique décollée du monde physique, dans lequel une partie de l'activité du monde physique est observable ou révélée. Et on peut donc dans cette couche développer des activités directement sur les données, donc au niveau numérique, sans lien avec le monde physique. Deux types d'activités, des activités nouvelles qu'on n'aurait pas pu développer dans le monde physique, par exemple le moteur de recherche et l'accès à la connaissance, qui est véritablement quelque chose qui est apparu à la fin des années 90 et qui a complètement révolutionné notre accès à la connaissance, mais aussi des activités anciennes qui existaient dans le monde physique et qui vont se décoller pour être exercées non plus dans le monde physique, mais dans le monde numérique. Pour prendre un exemple très simple et bien connu, celui de la réservation d'un taxi, qui est aujourd'hui offert par des sociétés qui n'ont pas nécessairement de présence physique sur les territoires sur lesquels elles opèrent et qui mettent en relation un chauffeur et un passager. Il y a beaucoup de débats autour de cette transformation, mais elle est, donc on pourra y revenir sur les questions juridiques et économiques, mais elle est symptomatique du décollement du monde physique d'activités vers la couche numérique. Et ces activités sont fondamentalement des activités de médiation ou d'intermédiation, c'est-à-dire de mise en relation entre, en général, des producteurs de biens ou de services et des consommateurs de biens ou de services, dans ce que les économistes appellent des modèles bifaces. Alors, un marché biface, c'est simplement la rencontre entre, d'un côté, des producteurs de biens ou de services et de l'autre côté, des consommateurs de biens ou de services. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, dont la banque est un très bon exemple, avec à la fois d'un côté des épargnants qui confient leurs économies à la banque et d'autre part des entrepreneurs qui cherchent des fonds pour investir. On trouve des exemples de marchés bifaces de manière assez générale dans beaucoup des interactions de la société. Dans l'économie numérique, quand on passe dans la couche numérique, où on est seulement en lien avec les données et non plus avec le bien ou le service qui est fourni, l'une des conséquences immédiates, c'est la capacité à passer d'une face à l'autre. Et ça, c'est un changement majeur. Je vais prendre un exemple. La mise en relation d'un passager et d'un chauffeur peut s'appliquer à un chauffeur professionnel comme à un chauffeur occasionnel. Et c'est comme ça qu'on est le covoiturage. Il est rendu possible, cette mise en relation avec d'un passager et d'un chauffeur, mais un chauffeur qui n'est pas un professionnel. Et toute l'économie du partage dérive de ces possibilités de rencontres qui sont assurées
par les plateformes numériques. Alors, pourquoi les plateformes numériques sont si importantes? D'abord parce qu'elles permettent d'identifier les deux candidats à cet échange. Mais leur rôle va bien au-delà. Dans l'économie traditionnelle, quand je prends un taxi ou quand je fais appel à un service de manière générale, j'ai confiance parce que ce service est proposé par une entreprise ou par un service de l'administration qui est digne de confiance, qui subit des procédures de vérification. Je ne monterai peut-être pas dans la voiture de n'importe qui ou je n'échangerai pas nécessairement avec n'importe qui. Or, ces services numériques permettent de profiler les utilisateurs et chaque fois qu'il y a rencontre, les utilisateurs vont devoir s'évaluer. Et donc les évaluations d'un des acteurs sur la plateforme me permettront de développer ou d'avoir confiance, permettront à la plateforme de développer un système de confiance. Et ça c'est une révolution qui est très importante. Elle horizontalise le concept de confiance. Donc c'est la confiance qui est accordée par les pairs et non plus la confiance verticale qui est associée qui est attribuée par l'employeur ou l'institution ou l'entreprise. Donc ça c'est un aspect absolument fondamental. Alors les services numériques récoltent de la donnée. Je reviens sur l'exemple du moteur de recherche. Le moteur de recherche saisit le fait qu'une requête, donc une suite de mots, il est un peu plus évolué, maintenant on peut chercher des photos et d'autres choses, mais une requête a été posée à un certain endroit, à une certaine heure, et potentiellement par un certain utilisateur, si cet utilisateur est identifié par le système. Ces données permettent de profiler l'utilisateur, de savoir ses centres d'intérêt sur le moment ou dans la durée et de lui proposer des annonces qui sont pertinentes ou au moins plus pertinentes que des annonces faites au hasard, produites au hasard. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que Google, avec le moteur de recherche, va révolutionner notre accès au savoir bien sûr, mais ne va pas directement révolutionner l'ensemble des institutions liées au savoir. Il va révolutionner le monde de la publicité. Donc c'est sur une des externalités de l'application première du moteur de recherche que l'impact est le plus grand. Et j'aurais tendance à dire que c'est une règle générale de l'économie du numérique. Elle récolte de la donnée et ces données permettent bien sûr d'assurer le service pour lesquels les données ont été récoltées, mais permettent en général d'assurer d'autres services dont la plupart sont inimaginables au moment où la donnée a été récoltée. D'où l'intérêt de l'économie de la donnée, des data brokers, de tous ces gens qui récoltent le maximum de données, les vendent pour des services, à tel point qu'on n'a aucun moyen de tracer en fait les données d'un utilisateur particulier sont dans la nature aujourd'hui, dans les mains de nombreuses sociétés, et elles sont revendues dans des lots sans qu'on puisse savoir qui les détient. Alors on peut s'interroger sur pourquoi la révolution numérique a lieu aujourd'hui. On pourrait se contenter d'une réponse simple qui dirait les technologies que nous avons développées permettent la révolution numérique. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de se contenter d'une réponse aussi simple. Mais d'abord, c'est quoi la révolution numérique? La révolution numérique, c'est avant tout une horizontalisation forte de nos organisations. Horizontalisation pourquoi? C'est l'émergence d'un monde dans lequel nous sommes connectés en permanence. Nous pouvons interagir avec l'ensemble des acteurs avec lesquels nous interagissons de manière habituelle, mais également avec de nouveaux acteurs que nous ne connaissons pas, le chauffeur par exemple, ou n'importe quel autre acteur qui va nous fournir un service. Cette horizontalisation met donc fin à une bonne partie des structures
verticale qui assurait à la fois les services physiques et la mise en relation, et dont la raison d'être disparaît, devient caduque par cette nouvelle organisation. Donc on a à la fois une couche horizontale qui s'est fortement maillée, qui devient, avec des liens très nombreux, et qui devient extrêmement complexe. C'est un vrai sujet pour les gens qui étudient les systèmes complexes. Et puis une verticalité très forte d'opérateurs qui assurent la mise en relation, les liens entre cette structure horizontale. C'est véritablement ça, la révolution numérique. Alors, pourquoi cette horizontalisation? La question de pourquoi la révolution numérique devient donc pourquoi l'horizontalisation? Et l'horizontalisation est un phénomène trop important dans son impact sur la société pour qu'on puisse simplement penser qu'il est dû simplement à l'apparition d'une technologie. Alors, ce que permet cette horizontalisation, c'est l'économie du partage, entre autres choses. On voit donc un lien entre l'horizontalisation et les ressources et une capacité à mieux utiliser les ressources. Mais dans des travaux que nous avons menés, on peut pousser cette investigation plus loin et s'interroger sur la question de savoir si l'émergence de cette horizontalisation n'est pas due à un feedback du manque de ressources, du fait que nous rentrons dans une période où un nombre important de ressources viennent à manquer et où la stabilité même de notre interaction avec la planète, voire même la survie de l'humanité, est mise en question. Et ça, c'est un sujet qui, à mon sens, est très important et très intéressant. Donc, la révolution numérique contribue à un développement majeur de ce qu'on appelle la technosphère. Donc, la technosphère est un concept développé dans le cadre des études sur l'Anthropocène, l'époque dans laquelle nous vivons et pour laquelle la marque de l'homme sur la planète devient déterminante. La technosphère, c'est la couche de l'ensemble des dispositifs développés par l'homme, l'extraction des matières premières, la production énergétique, le transport, l'agriculture moderne avec la chimie et les transformations génétiques, mais aussi l'administration qui permet de faire tenir cet ensemble. C'est donc une vision globale de l'ensemble des dispositifs développés par l'homme comme système complexe où toutes les actions dans un domaine ont des répercussions dans d'autres domaines. Donc c'est cette compréhension globale du monde. Et le numérique et la couche numérique de la technosphère, c'est l'organe de commande de la technosphère qui permet de piloter l'ensemble des actions de la technosphère, qui autrefois passait beaucoup moins par les données numériques et qui passe de plus en plus par les données numériques, d'où cette couche dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle une partie des activités vont pouvoir être exécutées. Et ce qui est intéressant, c'est un changement important puisque il est fait indépendamment des frontières nationales, politiques, qui vont être celles des États. Beaucoup de choses ont lieu dans la technosphère, mais c'est vrai déjà des flux financiers, des échanges qui échappent à la connaissance des États et qui suscitent des scandales aujourd'hui et qu'il faut continuer à susciter des émotions dans la société. Mais une bonne partie de la commande de ce qui se passe sur la Terre est assurée dans cette couche.
cette montée en puissance du numérique, des données, renforce évidemment la position de la technosphère. Et ce qui est très frappant, c'est l'indépendance de cette sphère par rapport aux humains eux-mêmes, qui peuvent être considérés comme des acteurs travaillant pour la technosphère, mais qui ont perdu la capacité de commander la technosphère. Elle devient globalement indépendante de la volonté d'une personne particulière ou même d'un État. Aucun État aujourd'hui n'est en capacité de débrancher, d'interrompre la technosphère. Et d'ailleurs, la technosphère joue un rôle absolument fondamental. Nous ne pourrions pas être plus de 7 milliards d'individus sur la surface de la Terre sans la technosphère qui permet une production agricole massive et en fait l'exploitation d'une partie très importante de la biomasse au profit de la subsistance de l'humanité. Donc la question d'évolution est compliquée. On peut s'interroger effectivement sur l'émergence d'une gouvernance du monde et des humains en particulier qui soit effectivement très différente des rapports que nous avions autrefois avec une couche d'abstraction déterminante qui nous échappe et au niveau de laquelle sont prises une partie des décisions qui nous concernent et qui autrefois étaient sans doute des décisions prises soit par les États, soit par certains agents économiques puissants et qui aujourd'hui sont beaucoup plus globaux. Donc ça s'inscrit probablement dans une évolution où les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui sont des problèmes globaux et en particulier ceux des mouvements qui ne sont pas conservatifs de la technosphère. C'est-à-dire que l'ensemble des sphères de la Terre, l'hydrosphère, la biosphère, etc., opèrent un mouvement continu de transformation, un certain métabolisme ou certaines formes compliquées ou complexes d'imbrication métabolique. Mais ces phénomènes sont fondamentalement conservatifs. On peut prendre l'exemple de l'hydrosphère. L'eau coule dans les rivières, rejoint la mer, s'évapore et par les nuages retombe sur la Terre. On a donc un cycle de l'eau qui est globalement stable. Dans la technosphère, on a déplacé des matériaux qui soit vont manquer aux activités humaines parce qu'il n'y en a plus à disposition, soit vont changer les équilibres même des autres sphères, et c'est le cas bien sûr du CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit des problématiques globales apparaître, et puis dans le même temps, sans qu'on en ait totalement conscience, une forme de décision, de gouvernance qui semble s'être globalisée aussi sans qu'on ait de manière visible perdu les systèmes politiques qui nous gouvernaient autrefois. La révolution numérique rend possible effectivement l'horizontalité, comme je le disais tout à l'heure, et un phénomène qui permet à la fois de s'adapter et d'exploiter au mieux les ressources, en particulier les ressources disponibles, dans un spectre plus large. Et c'est un phénomène qu'on observe en biologie également, où les espèces qui font face à un stress sur les ressources vont horizontaliser leur organisation, passer d'une reproduction asexuée à une reproduction sexuée, qui est beaucoup plus coûteuse en fait, mais qui permettra d'exploiter les niches, d'exploiter l'ensemble des ressources qui sont disponibles et pas seulement certaines ressources. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que en étant capable d'exploiter plus de ressources, enfin plus largement les ressources, des ressources distinctes, on va en exploiter plus et donc ne pas répondre aux questions de manque de ressources ou de limite de ressources. Et ce n'est pas ce qu'on observe en biologie. Donc on peut penser que dans la technosphère, l'horizontalisation
permet effectivement un meilleur usage des ressources, mais pas un usage plus intensif. Alors on peut s'interroger aussi sur la pérennité de nos organisations politiques, de leur fonctionnement. L'horizontalisation, ça veut dire la suppression d'une partie des opérateurs de la verticalité. Or, les administrations, le gouvernement lui-même, fait partie de cette verticalité. On sent d'ailleurs dans les tensions politiques qui touchent nos pays, les incertitudes, l'absence de véritables débats démocratiques comme il y en avait autrefois entre deux bords qui s'affrontaient. On sent sur l'ensemble de l'échiquier politique une incertitude, une incompréhension des phénomènes et qui est, pour ma part, fortement liée à la révolution numérique et à l'émergence des données. Je le disais tout à l'heure, les opérateurs qui ont des parts croissantes de données sont des opérateurs qui deviennent de plus en plus puissants. Les États, à l'inverse, qui avaient une part très importante de la donnée sur leur territoire et des populations de leur territoire, voient cette part diminuer et dans le même temps, leur pouvoir sur le territoire diminuer. D'où une réorganisation de la politique. On le voit dans les conflits qui opposent certaines des grandes plateformes du numérique avec les territoires, les États ou des entreprises privées sur ces territoires. Les États vont réagir, interdire par exemple certains services sur leur territoire avec plus ou moins d'efficacité. Mais ces plateformes en fait imposent de nouvelles normes, de nouveaux usages qui se répandent malgré les interdictions. Et quand on regarde l'histoire des 15 dernières années, où de nombreuses plateformes, de nombreux nouveaux services ont été en conflit avec la justice, in fine, ce sont ces services qui se sont imposés et les lois qui ont changé. Donc on voit une légitimité de nouveaux acteurs qui décident de nouvelles normes, finalement de nouvelles lois qui s'imposent sur le territoire. Il n'y a donc plus seulement le processus démocratique que nous connaissons d'élaboration de la loi, mais des acteurs extérieurs au territoire qui, parce qu'ils ont un développement extensif sur le territoire, il y a aujourd'hui plus de gens sur les grandes plateformes américaines, plus de citoyens français sur les grandes plateformes américaines que de citoyens qui votent à l'élection présidentielle. Donc on voit émerger de nouvelles légitimités qui sont aujourd'hui par l'État considérées comme illégitimes, mais qui sont des forces en présence avec lesquelles il faut développer de nouvelles relations, mais qu'on ne peut pas abolir. Et ce qui est très particulier dans nos pays, c'est que l'Europe ne dispose en fait d'aucun acteur dans ce domaine. Donc nous sommes prisonniers d'un dialogue avec des acteurs américains, qui est donc un dialogue qui n'est pas sur la forme du changement, mais sur le fait que s'impose à nous un changement qui vient de l'étranger. Et ça, c'est très particulier. Cette situation va être très différente aux États-Unis, bien sûr, où il y a des débats très importants sur les changements sociétaux qui sont impliqués par ces plateformes. Mais par contre, ce sont des débats entre des forces qui s'opposent sur le territoire national. On va trouver la même situation en Chine qu'aux États-Unis, de ce point de vue, et dans un certain nombre d'autres pays comme la Corée, Taïwan ou la Russie par exemple, où les plateformes locales sont importantes. Donc c'est vraiment une spécificité du débat aujourd'hui en Europe,
qui est, à mon sens, compliquée par le fait que nous ne sommes nullement acteurs dans ces transformations, nous les subissons. Alors, un des grands débats qui agite nos sociétés aujourd'hui, c'est le débat sur la surveillance. Le fait, effectivement, d'avoir des traces de l'ensemble des activités de tout un chacun permet effectivement d'exploiter ces traces pour de multiples objectifs, la publicité, mais également la surveillance. Il se trouve que cette industrie a émergé au début des années 2000 ou à la fin des années 90 et finalement est complètement contemporaine des attentats du 11 septembre 2001 et de l'immense développement des capacités de surveillance américaines et en particulier des capacités de surveillance des réseaux et des données qui sont pour une bonne part assurées par la NSA aux États-Unis. Donc on est face à une société qui peut légitimement inquiéter, faire penser à 1984, une référence qui est très souvent citée. Le débat sur la surveillance et sur la vie privée est d'une nature différente aux États-Unis par exemple et en Europe. Aux États-Unis, on voit les leaders de l'industrie s'opposer à l'administration dans certaines de leurs requêtes, de pouvoir accéder à des données qu'ils ont. Donc on voit l'élaboration d'une certaine complexité entre les demandes de l'État et celles de l'industrie qui collecte et de facto possède l'ensemble des données personnelles. Le débat est différent en Europe parce que n'étant pas acteur de cette industrie, il n'y a pas de grands acteurs, par exemple, qui s'opposent à l'État pour dire qu'ils n'ouvriront pas leurs données aux services de renseignement. Et l'État a accès à la surveillance classique des tuyaux, mais beaucoup moins à la capacité d'accéder aux boîtes aux lettres ou aux différents services de communication, d'échange que nous utilisons, parce que la majorité de ces services sont américains et donc les données dépendent des États-Unis. Donc nous pouvons faire des requêtes auprès des compagnies américaines pour obtenir ces données. Il y a un autre sujet qui est associé à mon sens et qui est important, c'est celui de la censure politique. L'Internet s'est développé avec le mouvement libertarien, a mis le premier amendement de la Constitution américaine en avant, un premier amendement qui fait partie d'une série d'amendements qui limitent les pouvoirs de l'État et qui interdit la censure d'une information sauf si elle porte véritablement atteinte à la sûreté de l'État. Après avoir en Europe défendu une idée assez naïve de cette liberté, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le contexte du terrorisme à censurer des contenus pour des raisons politiques. On est donc rentré dans à mon sens, une certaine normalité d'une liberté sur le réseau qui est contrainte et d'un exercice de la surveillance sur lequel des équilibres, des arbitrages devront être faits. Certains de ces arbitrages seront déterminants pour l'avenir. Je crois aussi que l'Internet doit permettre, en cas d'effondrement politique, une résilience, et donc ça ne doit pas être un endroit où on a une surveillance absolue. Je crois que ce serait une erreur de construire un monde intégralement contrôlé, parce que sa capacité de résilience serait faible.
La révolution numérique change le rôle de l'État et la position de l'État dans la société. Je l'ai dit, les nouvelles normes qui s'imposent à nous et qui de plus en plus vont avoir force de loi, ou vont forcer le législateur à adapter la loi, sont décidées par des acteurs qui ne sont pas des acteurs du territoire, mais des acteurs globaux de l'ensemble du territoire. Et donc la question de la légitimité politique de règles qui s'appliquent sur notre territoire va se poser, puisque on sort déjà du cadre qui est le nôtre aujourd'hui. Et je pense qu'on sent fondamentalement dans le désarroi de nos démocraties, dans le désarroi du débat politique, émerger cette question du véritable pouvoir de l'exécutif qui diminue chaque jour un peu plus. Et donc cette question doit être véritablement posée. Comment organiser l'État dans le monde numérique et dans un monde dont les enjeux sont devenus globaux, que ce soit ceux du climat ou ceux des acteurs du numérique, et où la force, la capacité d'intervention locale va probablement diminuer progressivement au profit, vers le haut, les grands acteurs globaux, et vers le bas, la couche horizontale de la population, qui donc peut être à l'origine de bien des changements, et contribue d'ailleurs aujourd'hui par des actions locales à essayer d'influer sur les changements du monde. La question de l'avenir est évidemment compliquée. Je ne sais pas me positionner entre l'optimisme et le pessimisme. Je pense que les changements sont extrêmement fondamentaux et donc soit les torsions vont se faire progressivement et donc passer de manière pas trop brutale par une série assez longue de crises pour aller vers une reconstruction, soit la torsion sera trop brutale et la société s'effondrera, le système politique aussi, et on risque de passer par une période troublée, compliquée, très autoritaire, pour après reconstruire. J'ai là-dessus aucune certitude, mais il me semble que les mutations sont compliquées et probablement l'un des enjeux les plus importants, c'est le partage et de la richesse et du travail, de l'activité, que pour l'instant on maîtrise mal et dont l'entrée dans l'ère numérique semble plutôt être difficile. Il y aura sûrement je n'ai pas de doute qu'on repartagera le travail et la richesse dans l'ère numérique, mais que pour les premières années ou la décade à venir, le début de la situation va être plutôt difficile et donc plutôt compliqué du point de vue politique.